Marguerite Beaumont avait 67 ans lorsque sa vie bascula. Veuve depuis 5 ans après la mort du magnate Pierre Beaumont, elle avait hérité d'un empire pharmaceutique estimé à plus de 400 millions d'euros. Son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, était un palais de marbre et de cristal dominant le bois de Boulogne. Mais toute cette richesse ne comblait pas le vide qu'elle ressentait depuis l'inhumation de son époux au cimetière du Père-Lachaise. Avez-vous déjà rêvé d'un tel retournement de situation ? Peut-être grâce à un message privé inattendu ou dans un café au hasard de votre ville? Racontez-nous votre histoire en commentaire et, en vous inscrivant, embarquez avec moi pour ce voyage à travers la France où chaque tournant dévoile un fragment de votre propre destin. Marguerite était une femme d'une présence saisissante. Ses cheveux gris étaient toujours impeccablement coiffés en un chignon élégant. Elle portait des tailleurs Chanel et des sacs Hermès, comme s'ils faisaient de partie intégrante de sa peau. Ses yeux bleus brillaient encore de cette intelligence vive qui avait fait d'elle l'une des femmes les plus respectées des conseils d'administration parisiens. Mais derrière cette façade de sophistication se cachait une profonde solitude que même les dîners mondains ne parvenaient pas à dissimuler. C'est son avocat, Maître Dubois, qui lui suggéra d'engager un garde du corps. Après 2 cambriolages violents, survenus dans des hôtels particuliers du 16e arrondissement, la sécurité devint une préoccupation majeure. Marguerite résista d'abord. Elle abhorrait l'idée d'avoir un inconnu vivant chez elle, empiétant sur sa vie privée. Mais après des semaines d'insistance de sa famille et de ses avocats, elle finit par céder. Théo Moreau arriva par un matin pluvieux d'octobre. Il avait 25 ans, mais son regard trahissait une maturité qui démentait son jeune âge. Grand, les cheveux bruns toujours en désordre et les yeux d'un vert intense, il avait servi 4 ans dans la Légion étrangère avant de travailler dans la sécurité privée. Il portait un jean foncé et un blouson de cuir usé qui contrastait fortement avec le luxe environnant. Lorsque Marguerite l'accueillit dans le grand hall d'entrée, sa première impression fut la méfiance. Il était trop jeune, pensa-t-elle, trop inexpérimenté pour la protéger correctement. Et vous, au cœur du tumulte parisien ou dans le silence de votre quotidien, avez-vous déjà ressenti cette étincelle interdite embraser un monde qui a tout bouleversé? Ou attendez-vous encore le peintre idéal pour donner vie à votre histoire? Partagez en commentaire le secret que vous gardez au fond de votre cœur. Qui sait, en vous abonnant à la chaîne, peut-être découvrirons-nous ensemble le prochain chapitre qui fera écho à votre propre histoire. Mais Théo se révéla bien différent de ce qu'elle avait imaginé. Il n'était pas seulement un homme musclé et athlétique. Durant les premières semaines, Marguerite observa sa routine méticuleuse. Théo inspectait chaque recoin de la propriété à l'aube, vérifiait les systèmes de sécurité et connaissait chaque employé par son nom. Le soir, lorsqu'elle lisait dans sa bibliothèque privée, Marguerite l'apercevait par les fenêtres, patrouillant discrètement dans les jardins avec une lampe torche. Sa présence silencieuse avait quelque chose de rassurant. Le premier moment de véritable connexion eut lieu par un froid après-midi de novembre. Marguerite était dans sa serre privée, s'occupant de ses orchidées rares, une passion qu'elle cultivait depuis des décennies. Théo entra pour vérifier les serrures des portes vitrées et la trouva les mains couvertes de terre, complètement absorbée par son travail. Elle s'attendait à ce qu'il reparte rapidement, mais il s'arrêta et observa les fleurs avec un intérêt sincère. Il s'enquit d'un Paphiopedilum particulièrement exotique en utilisant son nom scientifique exact. Marguerite leva les yeux, surprise. Comment un ancien légionnaire pouvait-il connaître les orchidées? Théo sourit timidement. Il raconta que sa grand-mère, qui l'avait élevé à Lyon après la mort de ses parents dans un accident de voiture, possédait une petite serre. Elle y cultivait de modestes orchidées, mais avec tant d'amour que le jeune Théo avait appris à apprécier leur délicate beauté. Marguerite sentit une émotion l'envahir. Pour la première fois depuis des années, elle avait parlé de ses fleurs à quelqu'un sans avoir l'impression d'être simplement tolérée par politesse. Théo comprenait. Il voyait la vie dans ses pétales,
et non pas seulement la valeur marchande de ces espèces rares. Les mois passèrent, et une étrange routine s'installa entre eux. Marguerite prit l'habitude de prendre son petit déjeuner plus tard, juste au moment où Théo terminait son inspection matinale et passait à la cuisine. Ils parlaient de choses futiles, la météo, les nouvelles, les préparatifs des fêtes de fin d'année. Mais peu à peu, leurs conversations s'approfondirent. Théo évoqua la discipline brutale de la Légion, ses années de service au Mali et en Afghanistan, les fantômes qui le hantaient encore la nuit. Marguerite, de son côté, se confia sur des aspects d'elle-même qu'elle avait gardés secrets pendant des décennies. Son mariage arrangé avec Pierre alors qu'elle n'avait que 20 ans, la pression d'être l'épouse parfaite d'un puissant homme d'affaires, les enfants qui ne la voyaient que comme une source d'héritage. En hiver, quelque chose changea. Lors d'une violente tempête de neige en janvier, le manoir fut isolé pendant 2 jours. Les domestiques ne purent y accéder, et Marguerite et Théo se retrouvèrent seuls dans ce palais glacé. Elle tenta de cuisiner un coq au vin et le brûla. Théo rit, d'un rire franc, et prit les rênes de la cuisine, préparant une ratatouille simple mais délicieuse, recette de sa grand-mère. Ils dînèrent ensemble à l'immense table qui accueillait habituellement 20 convives. Et pour la première fois depuis des années, Marguerite ressentit une véritable chaleur humaine. C'est ce soir-là, après avoir partagé une bouteille de Bordeaux près de la cheminée de la bibliothèque, que Marguerite prit conscience de la vérité qu'elle niait depuis des mois. Elle était tombée amoureuse de Théo. Cette révélation la frappa comme un coup de foudre, la laissant à la fois terrifiée et exultante. Comment avait-elle pu? Elle aurait pu être sa grand-mère, la société la condamnerait si elle le savait, ses enfants la déclareraient folle. Mais lorsqu'elle regarda Théo, absorbé par sa lecture d'un livre de Camus qu'il avait pris sur son étagère, elle vit non seulement un beau jeune homme, mais aussi quelqu'un qui la comprenait comme Pierre ne l'avait jamais fait. Marguerite commença à se replier sur elle-même. Elle reprit ses dîners en solitaire, s'enfermait dans ses appartements et évitait la serre lorsqu'elle savait que Théo s'y trouvait. Mais il remarqua le changement. Un soir de février, il frappa à la porte de sa suite. Surprise par son audace, elle ouvrit et découvrit son visage empreint d'inquiétude. Il lui demanda s'il avait fait quelque chose de mal, si elle souhaitait qu'il parte. Alors, Marguerite s'effondra. Les larmes coulèrent, des années de solitude et de refoulement se déversant d'un coup. Théo n'hésita pas. Il la serra dans ses bras, avec une tendresse qui la bouleversa encore davantage. Ce qui suivit changea tout. Entre 2 sanglots, Marguerite lui confia ses sentiments inavouables. Elle s'attendait à ce qu'il recule, horrifié ou gêné. Mais Théo prit son visage entre ses mains et lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Lui aussi était tombé amoureux d'elle. Non pas de la riche femme de son hôtel particulier, mais de la Marguerite, qui parlait avec passion de Proust, qui se salissait les mains en s'occupant des fleurs, qui avait un humour sec et intelligent, qui portait les cicatrices invisibles d'une vie vécue sous le poids d'attentes impossibles. Ils entamèrent une relation dans le plus grand secret. Théo quitta les quartiers des domestiques pour s'installer dans l'aile privée de Marguerite. Le soir, une fois tout le personnel parti, ils dînaient ensemble, discutaient pendant des heures et faisaient l'amour avec une passion que Marguerite croyait éteinte depuis des décennies. Pour la première fois depuis sa jeunesse, elle se sentait pleinement vivante. Théo la faisait rire, il remettait en question ses opinions. Il la traitait d'égal à égal, jamais comme une relique fragile à protéger. Mais garder le secret devenait de plus en plus difficile. Au printemps, la fille de Marguerite, Céleste, commença à venir à l'improviste. Âgée de 42 ans, mariée à un banquier prétentieux, elle était visiblement inquiète pour la santé mentale de sa mère. Marguerite remarqua les regards suspicieux que Céleste lançait à Théo, la façon dont elle posait des questions en apparence anodines sur son travail. La vérité éclata un après-midi de mai. Céleste arriva à l'improviste et trouva Marguerite et Théo dans la serre, leurs doigts entrelacés, admirant une fleur naissante. Le cri de sa fille fut un cri d'horreur pure. Une scène terrible s'ensuivit. Céleste accusa Théo d'être un parasite, un gigolo qui exploitait une vieille femme vulnérable pour son argent. Elle traita sa mère de ridicule, de pathétique, de honte
pour le nom des Beaumont. Marguerite, avec une dignité que Théo admirait profondément, demanda calmement à sa fille de quitter sa maison. Mais le mal était fait. Céleste répandit la nouvelle dans toute la famille. Philippe, le fils de Marguerite, arriva de New York en avion, exigeant des explications. Des avocats furent convoqués. On murmurait qu'elle était mentalement incapable, qu'il lui fallait un tuteur. Les journaux à scandale parisiens commencèrent à publier des histoires sordides sur la veuve Beaumont et son jeune amant. Des photos furent prises à travers les grilles de l'hôtel particulier. La haute société française, toujours à l'affût d'un scandale croustillant, se délecta du moindre détail sordide. Théo proposa de partir. Il affirma que cela ne valait pas la peine de ruiner sa réputation, sa relation avec ses enfants, sa position sociale. Mais Marguerite refusa. Pour la première fois de sa vie, elle choisit de se faire plaisir. Elle dit à ses enfants qu'ils pouvaient accepter son bonheur ou rompre tout contact avec elle. Elle affronta les avocats et prouva, grâce à une batterie de tests psychologiques, qu'elle était en parfaite santé mentale. Elle accorda une interview exclusive au Figaro, parlant avec franchise et sincérité de l'amour à un âge avancé et de la façon dont la société considère les femmes âgées comme des êtres asexués et sans désir. L'interview fit sensation. La moitié de la France la condamna, l'autre moitié l'applaudit. Marguerite reçut des milliers de lettres de femmes âgées qui se sentaient invisibles, la remerciant d'avoir le courage de vivre en toute authenticité. Mais elle reçut aussi des menaces de mort, des lettres haineuses et misogynes, et des accusations de perversion odieuse. Tout au long de cette épreuve, Théo resta à ses côtés, non plus comme garde du corps, mais comme compagnon. Il affronta les journalistes qui les poursuivaient, protégea Marguerite de la cruauté du monde extérieur sans jamais la traiter comme une personne fragile. Il la contredisait lorsqu'elle n'était pas d'accord, la faisait rire quand le poids du jugement public devenait insupportable, la réconfortait lorsque les nuits étaient sombres et que le doute s'insinuait. Durant l'été, ils quittèrent Paris. Ils achetèrent une maison en pierre en Provence, près de Gordes, entourée de champs de lavande et de vignes. Elle était bien plus petite que le manoir de Neuilly, mais infiniment plus chaleureuse. Marguerite vendit une grande partie de ses parts dans l'entreprise familiale, ne conservant que le nécessaire pour vivre confortablement et soutenir les causes qui lui tenaient à cœur. Théo aménagea un potager et construisit une nouvelle serre pour ses orchidées. Ils adoptèrent 2 chiens abandonnés qui erraient librement sur la propriété. Mais le véritable rebondissement de l'histoire ne fut révélé que des mois plus tard, lorsqu'un détective privé engagé par Philippe fit une découverte surprenante concernant le passé de Théo. L'information parvint à Marguerite par lettre recommandée, accompagnée de documents certifiés. Théo Moreau n'était pas celui qu'il prétendait être, ou plutôt, il l'était. Mais l'histoire était bien plus complexe. Son vrai nom était Théo Beaumont Moreau. Il était le fils de Marie-Claire Beaumont, la sœur cadette de Pierre, déshérité par sa famille 40 ans plus tôt pour avoir épousé un mécanicien lyonnais contre la volonté de ses parents. Pierre avait rompu tout contact avec sa sœur, refusant même de reconnaître son existence. Marie-Claire périt dans l'accident de voiture qui coûta également la vie à son mari, laissant Théo orphelin à l'âge de 7 ans et élevé par sa grand-mère maternelle. Théo était donc le neveu par alliance de Pierre Beaumont, un cousin des enfants de Marguerite, et durant tout le temps où il avait travaillé comme son garde du corps, il avait eu connaissance de ce lien de parenté. L'agence de sécurité qu'il avait engagée l'ignorait, mais lui, si. Il était venu chez les Beaumont, poussé par la curiosité concernant cette famille qui avait rejeté sa mère, concernant cet oncle riche qu'il avait laissé mourir dans la misère. Il comptait seulement observer, peut-être pour comprendre ce qui avait rendu ces gens si cruels. Mais ensuite, il a rencontré Marguerite, et tout a changé. Quand Marguerite lut les documents, ses mains tremblèrent. Elle fut submergée par une vague de trahison si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. Théo lui avait menti. Il avait utilisé un faux nom, dissimulé sa véritable identité. Tout n'avait été qu'une mascarade depuis le début. Elle le confronta ce soir-là même, les documents éparpillés sur la table à manger entre eux comme des accusations muettes. Théo ne nia rien. Il confirma tout.
Il admit avoir menti au départ, qu'il était venu le cœur rempli de colère, désireux de voir de ses propres yeux la famille qui avait détruit sa mère, mais les larmes aux yeux pour la première fois depuis leur rencontre, il jura que ses sentiments pour elle étaient absolument réels, qu'il était tombé amoureux de la femme qu'elle était, et non de la veuve Beaumont, que chaque instant passé ensemble avait été authentique. Marguerite le congédia. Elle avait besoin de temps pour digérer tout cela, pour démêler le vrai du faux dans tout ce qu'ils avaient vécu. Théo partit sans résistance, retournant à Lyon chez sa grand-mère. Pendant des semaines, Marguerite erra seule dans la maison de Gordes, ses chiens pour seuls compagnons. Elle repassa en revue chaque souvenir, chaque conversation, cherchant des signes de manipulation ou de mensonge. Mais elle n'en trouva aucun. C'est son ancienne gouvernante, Madame Rousseau, qui lui fit voir la vérité. Cette femme avait travaillé pour les Beaumont pendant 30 ans et avait connu Marie-Claire avant la rupture familiale. Elle raconta à Marguerite la cruauté de Pierre envers sa sœur, l'humiliation que lui avait infligée sa famille pour avoir choisi l'amour plutôt que l'argent. Elle lui expliqua comment Marie-Claire était morte amère, sans jamais regretter son choix, et comment le petit Théo, que Madame Rousseau avait aperçu à quelques reprises avant l'accident, avait le même regard doux que sa mère. Marguerite comprit alors que Théo avait fait exactement la même chose qu'elle. Il avait choisi l'amour malgré les conséquences. Il était venu chercher vengeance, mais avait trouvé quelque chose de plus précieux. Il avait tout risqué, y compris son héritage légitime de la fortune des Beaumont, pour sa relation avec elle. Car en tombant amoureux de la veuve de son oncle, il avait perdu toute possibilité de revendiquer le nom de famille ou la fortune qui lui revenait en partie de droit. Un matin d'automne, Marguerite prit le train pour Lyon. Elle trouva Théo dans un petit appartement de banlieue où il s'occupait de sa grand-mère atteinte d'Alzheimer. Il était plus maigre, plus fatigué, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il la vit à la porte. Marguerite ne dit rien. Elle s'approcha simplement de lui et le serra dans ses bras. Ils retournèrent ensemble à Gordes, cette fois sans secret. Marguerite reconnut publiquement que Théo était de la famille, qu'il avait autant droit au nom de Beaumont que ses propres enfants. Elle lui proposa de partager son héritage, mais Théo refusa. Il ne voulait pas de l'argent, il ne l'avait jamais voulu. Il ne voulait qu'elle. Il voulait la vie simple qu'ils avaient construite ensemble, les journées passées au jardin, les soirées à lire côte à côte, les promenades sur les marchés de la vente de Provence. Le scandale finit par s'apaiser. De nouveaux scandales firent la une des tabloïds. Céleste et Philippe ne se réconcilièrent jamais pleinement avec leur mère, mais avec le temps, leurs relations, d'abord empreintes d'hostilité, se muèrent en une distance polie. Les petits-enfants de Marguerite, plus jeunes et moins enclins aux préjugés, commencèrent à lui rendre visite. Ils découvrirent qu'ils appréciaient Théo, qu'il leur parlait des orchidées et leur racontait des histoires fascinantes de ses voyages. 3 ans après cette première rencontre pluvieuse d'octobre, Marguerite et Théo se marièrent lors d'une cérémonie intime et discrète dans la petite église de Pierre de Gordes. Elle portait une simple robe de lin blanc. Lui, un costume ancien ayant appartenu à son père. La grand-mère de Théo, dans un rare moment de lucidité, était témoin. Madame Rousseau pleura durant toute la cérémonie. Une dizaine de personnes seulement étaient présentes, mais ce fut le plus beau jour de la vie de Marguerite. La vérité sur leur relation était bien différente de ce que le monde attendait. Ce n'était pas l'histoire d'un jeune homme avide de fortune, séduisant une femme vulnérable. C'était l'histoire de 2 êtres brisés par la vie, chacun portant des cicatrices invisibles, qui ont trouvé la guérison l'un auprès de l'autre. C'était l'histoire d'un choix d'authenticité plutôt que d'approbation sociale. C'était l'histoire de la découverte que l'amour est éternel, qu'il ne s'éteint pas avec les cheveux gris ou les rides. Marguerite vécut encore 12 ans après son mariage. Ce furent les plus belles années de sa vie. Avec Théo, elle parcourut le monde, enfin libérée du poids des attentes qui l'avaient emprisonnée pendant des décennies. Ils visitèrent le Japon pour admirer les cerisiers en fleurs. Ils partirent au Brésil explorer la forêt amazonienne.
Ils passèrent un hiver entier dans un chalet des Alpes suisses, mais ils revenaient toujours à Gordes, à leur maison de pierre entourée de lavande, à ce lieu où ils se sentaient vraiment libres. Lorsque Marguerite s'éteignit enfin à l'âge de 82 ans, elle dormit paisiblement dans les bras de Théo après une journée parfaite passée ensemble à s'occuper des orchidées. Son dernier souhait fut que ses cendres soient dispersées dans le jardin, parmi les fleurs qu'elle aimait tant. Théo exauça son vœu et planta plus tard à cet endroit une nouvelle orchidée rare, une espèce qui fleurissait chaque année dans des nuances de bleu rappelant celle de ses yeux. L'histoire de Marguerite et Théo devint légendaire à Gordes. Les habitants racontaient aux touristes l'histoire de la veuve millionnaire qui avait choisi l'amour plutôt que l'argent, celle du jeune homme qui avait trouvé une famille là où il s'y attendait le moins. Mais pour ceux qui les connaissaient vraiment, l'histoire était plus simple et plus profonde. C'était celle de deux âmes qui s'étaient reconnues malgré le tumulte du jugement du monde et qui avaient eu le courage de s'unir.